Bonjour et bienvenue dans la nouvelle saison de l'émission La Tribune. On va décortiquer ensemble l'actualité politique nationale, cette fois-ci en compagnie de mes invités, les fidèles Michael et Loïc qui sont toujours présents. Alors messieurs, moi je vais vous demander avant tout, qu'est-ce qui vous a marqué vous politiquement, que ce soit au niveau local ou national, ces 3 derniers mois? Loïc. Il y a eu beaucoup de choses et en fait moi, ce qui m'a marqué, c'est effectivement le nombre de chantiers qui ont pu être entrepris depuis quelques mois. Il y a eu à la fois ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, enfin la loi de confiance, les ordonnances de la loi travail, les assises de la mobilité qui en ce moment aussi. Ça va très vite ce début de quinquennat. Ça va très vite. Et je pense que ce qui m'a marqué en tout cas depuis le début, c'est effectivement la volonté de tout enclencher dès le début et de pas forcément attendre dans ce qui est fait en ce moment. Toi Michael? Ça bouge, hein. Et je rajouterais enfin, ça bouge enfin. Et puis moi ce qui m'a surpris et agréablement je dirais, c'est que ce qui est fait actuellement par le gouvernement, c'est ce qui était dit dans le programme d'Emmanuel Macron. J'ai ressorti son programme, il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, juste pour voir. Et puis en fait, ce qui se produit aujourd'hui, c'est ce qui était annoncé. Au moins, c'est une bonne chose. Bah ouais, au moins on n'est pas trompé sur la marchandise. Bon messieurs, je vous propose justement de commencer ce premier débat. Donc on va parler des ordonnances de la loi travail. Alors pour vous, c'est une bonne chose, Loïc? Il y a des avancées qui ne sont pas négligeables pour moi et en fait je pense que c'est surtout une première étape avant beaucoup d'autres choses qui doivent arriver. C'est pas une fin en soi, hein, les ordonnances de la loi travail. Pour moi, je pense que il y a des avancées, notamment sur le télétravail, des choses qui sont complètement méconnues, ou tout simplement le fait de mettre un plancher, de mettre un plafond sur les indemnités de licenciement. C'est des choses qui vont dans le bon sens, mais qui seront pas suffisantes en elles-mêmes. Il faudra qu'il y ait aussi une avancée, une poussée du dialogue social, et ça passe aussi par la remise en force des syndicats, qui n'a pas lieu aujourd'hui malheureusement. Pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est un fameux coup d'état social pour toi, Michael? Non, c'est un début. C'est pas un fameux coup d'état social, il n'y a rien qui remette en cause les droits fondamentaux des travailleurs, bien au contraire. Moi j'estime qu'avec ça, ils vont avoir d'autres protections, plus de protections. Le code du travail, il devenait complètement incompréhensible pour les citoyens lambda, comme je suis et comme le sont beaucoup. Et là, on le dépoussière, on l'améliore, il y a du dialogue, contrairement à ce qu'on peut entendre, non, il y a du dialogue, et puis il y a quand même ça va dans le bon sens, ça se modernise. Sur les accords, par exemple, maintenant l'accord d'entreprise va pouvoir prévaloir sur le contrat de travail, sur la durée du travail, la rémunération. Est-ce que c'est problématique quand même, parce que le contrat il est quand même sacré? Ouais, mais il y a des garde-fous, attention. Le code du travail il reste là, il existe toujours, il est toujours en vigueur. Après, on donne la part à plus de dialogue, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans beaucoup de TPE, voire PME, il n'y a pas de syndicat. Et aujourd'hui, ça permet d'avoir un interlocuteur dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc pour moi, ça c'est bien, ça ouvre le dialogue et ça ouvre les portes. C'est vrai que c'est par cet aspect-là que certains peuvent penser à un coup d'état social. C'est vrai que se dire, dans tous les cas, tout peut être négocié ou tout peut être réétudié, c'est ce qui peut faire penser. Parce qu'il va y avoir une différence entre les branches, enfin entre des entreprises de la même branche. Est-ce que c'est ça, sur les primes d'ancienneté par exemple? Est-ce que c'est bien ou finalement c'est une bonne chose parce qu'on pourra négocier? Ou est-ce que c'est un problème? Pour moi, c'est aujourd'hui une réalité qui n'est pas la même situation dans toutes les entreprises de la même activité, dans la même branche. On entendait parler beaucoup des chauffeurs routiers. Des chauffeurs routiers qui d'ailleurs avaient prévu de faire grève et ça a été annulé. J'ai l'impression qu'ils ont obtenu à peu près ce qu'ils voulaient. Ils ont obtenu tout simplement une révision de ce qui pouvait être étudié, mais c'est un exemple qui est hyper criant, la société de transport routier. Une entreprise de 15 ou 20 salariés, le patron il a encore un camion. Effectivement, dans des grosses boîtes, le patron il sait plus ce que c'est que de conduire un camion. Donc après, quelqu'un qui va renégocier une prime avec 15 salariés, il sait qu'il va renégocier aussi sa prime à lui. Donc quelque part c'est là où il faut remettre les choses dans leur contexte. Tout à l'heure, tu parlais qu'il y aurait plus de sécurité pour les travailleurs. Moi, je suis pas très d'accord. J'ai vraiment l'impression que c'est une loi qui est, enfin, une ordonnance, les ordonnances de la loi travail qui ont été faites vraiment pour les patrons. On a l'impression que c'est vraiment, on facilite les licenciements, on facilite leur vision avec le plafond des indemnités prud'homales. Est-ce qu'aujourd'hui, plutôt qu'on le dit souvent, faciliter les licenciements, pourquoi on ne facilite pas les embauches? Mais c'est pas, en quoi il a facilité les licenciements? Moi, c'est pas la lecture que j'en ai eue.
Il ne faut pas se limiter aux bonnes feuilles de la presse, dans certaines presses spécialisées d'ailleurs, qui ont ressorti ce qui était tapageur et puis ce qui serait vendeur, mais c'est pas ça du tout. Les ordonnances, elles sont plus longues, elles sont plus développées, et moi au contraire, je trouve qu'il y a des... Ouais, mais aujourd'hui, des quand choses... vous allez licencier quelqu'un, ça va quand même coûter beaucoup moins cher. Pas nécessairement, ça donne surtout plus de visibilité et de lisibilité. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le tribunal des prud'hommes, c'était un petit peu le casino, quoi. Et d'ailleurs, c'était pas forcément juste parce que quelqu'un qui était à Marseille ou quelqu'un qui était dans le Nord, suivant le juge qu'il avait en face de lui, qui est un humain, il n'avait pas les mêmes indemnités. Voire même, il pouvait, ça allait du simple au quadruple, voire pire que ça. Aujourd'hui, il y a quand même des garde-fous, il y a des minimums aussi pour les salariés, et ça donne plus de justice puisque tout le monde aura les mêmes plafonds. Ceci étant dit, c'est indicatif. Et c'est un cadre. Et sur la forme, est-ce que vous trouvez ça acceptable qu'une telle réforme, parce que c'est une réforme d'ampleur assez importante, est-ce que c'est normal qu'on passe par des ordonnances ? Sur la forme en soi, c'est une manière, je pense, de vouloir aller vite, peut-être un peu trop vite, ça, c'est quelque chose qu'on peut reprocher aussi. Mais par contre, ce qui est pour moi le plus marquant et le plus criant, c'est qu'on n'est pas mis assez en avant le dialogue qui a été fait, parce que je pense qu'il y a eu quand même un dialogue constructif. La preuve, c'est que Jean-Claude Mailly de la Force ouvrière avait décidé dans un premier temps de ne pas forcément s'opposer aux ordonnances. Pourquoi ce revirement selon toi ? Pourquoi là, depuis quelques jours, il rentre dans l'action ? Parce qu'il sent peut-être qu'il y a des volontés, des velléités au sein de Force ouvrière qui font qu'ils doivent s'engager dans On sent la France divisée quand même sur cette question. Et puis lui, c'est le représentant de Force ouvrière, il doit pas. Peut-être que lui, en son âme et conscience, il estime que les textes sont bons, et justement parce que lui a pu les étudier dans le fond. C'est peut-être pour ça qu'il estime que les textes sont bons. Maintenant, pour en revenir à ta question, les Français sont pressés. Il y a urgence, le pays va mal, en tout cas c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on nous dit. Ils sont quand même divisés aussi sur cette question. 52% sont favorables. Hein. Donc il y a une division. Justement, ça fait réellement pas le consensus. Après, c'est majoritaire. Ça pose la question, à mon avis, aussi de la représentativité des syndicats, et c'est là où c'est un des problèmes de fond, et dans le dialogue social, ça en fait hyper partie aussi. Aujourd'hui, j'ai repris juste 2-3 chiffres, mais de se dire que 11% des salariés, privés publics confondus, sont représentés par des syndicats, moins de 5% dans les petites structures de moins de 50 salariés, alors qu'aujourd'hui les accords signés par les syndicats couvrent 95% des salariés. C'est cette question-là qui est aussi sous-tendue. Mais ils représentent peu de personnes. Et alors après, c'est peut-être parce qu'il n'a pas été mis en avant qu'il y a aussi cette étape-là qui est à mon avis indispensable. Après ces ordonnances-là, c'est la remise en place du renforcement des syndicats, parce que sans des syndicats forts, je pense qu'on peut rester sur des positions marginales et qui ne sont pas vraiment parlantes. Pour vous, cette loi va avoir un impact immédiat ? Alors un impact immédiat toute seule, pour moi non. Je pense pas, parce que je pense ça s'accompagne vraiment d'une réforme de fond, et c'est la première lame en fait d'un dialogue à restaurer. Donc ça va encore être compliqué alors, ça veut dire. Non, je pense qu'elle va avoir un effet immédiat, elle va redonner confiance aux employeurs, aux 52% des personnes qui sont pour. Et puis pour en revenir sur les syndicats, moi je trouve que il est nécessaire d'avoir des syndicats, il faut même renforcer leur pouvoir aujourd'hui. Et pourtant, on va pas forcément dans ce sens-là. Là aujourd'hui on peut dialoguer avec tout le monde. Les syndicats sont un peu mis de côté. Mais pas seulement pour ça, pas seulement pour le dialogue direct, il faut qu'ils fassent de la pédagogie, c'est peut-être là le moment justement, à travers ces ordonnances. Bon, s'ils sont pas d'accord, qu'ils nous expliquent pourquoi, et puis c'est comme ça qu'on avancera. En tout cas, moi, vous pensez que ça va fonctionner ? Vous pensez que ça va dans le bon sens, cette flexibilité-là ? Moi, j'ose espérer, en tout cas, et ça encouragera l'initiative personnelle aussi, je pense. Alors, messieurs, on va inaugurer une nouvelle chronique, donc c'est la chronique historique. Donc, messieurs, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque le 5 octobre 1944 ? Alors, c'est piège. C'est 1944, donc ça doit être un événement lié à la fin de la guerre. Eh bien, messieurs, c'est sur le droit de vote. Donc c'est une ordonnance qui a confirmé une première ordonnance du 21 avril 1944 pour accorder le droit de vote aux femmes. Okay. Donc ça fait maintenant plus de 70 ans que les femmes ont le droit de vote. Les hommes l'ont eu en 1848, quasiment 100 ans après pour les femmes.
Ça se voit encore les efforts qui sont à faire. Ouais. Donc elles ont voté la première fois le 29 avril 1945 pour des élections municipales. Donc pour vous, aujourd'hui, est-ce que les femmes sont assez engagées politiquement? Alors déjà, c'était une ordonnance, tu m'as dit. Oui. Ça veut dire, tu vois, comme quoi les ordonnances, Elles sont pas toutes n'est-ce pas? mauvaises. Ouais, non, mais il y a des efforts et c'est bien et c'est louable et il faut que ça continue. Néanmoins, bon, je voyais au Sénat, ça reste encore Minoritaire. très minoritaire, il y a 26%. Maintenant, il faut. Le problème, c'est que les femmes ont. Enfin, il y en a qui ont des doubles, voire des triples vies. C'est la maison à gérer, c'est tout ça. Il faut du temps pour faire de la politique. Il faudrait les encourager et les aider justement à. Pourquoi tu penses que c'est le principal obstacle pour elles? C'est un des obstacles, pas seulement. Puis ça reste un milieu assez macho quand même. Malheureusement. C'est vrai que c'est dommage. Après, bon, on voit dans pas mal, c'est là où la passerelle se fait pas forcément. On a un grand syndicat étudiant, c'est aussi souvent représenté par une femme malgré tout. Les associations de jeunes en politique sont aussi souvent représentées par des femmes. On pense par exemple sur Amiens. Les jeunes des LR sont représentés par une femme alors qu'ils avaient quand même pas mal de poids, ce qui prouve que c'est peut-être une tendance qui va un peu s'inverser, j'ose l'espérer. En tout cas, ça s'est vu aussi à l'Assemblée nationale malgré tout. Vous pensez Il y a proche quand même plus de femmes. qu'en France une femme présidente de la République? Je pense que c'est pas, je pense que ce serait pas contraire aux mœurs et je pense que ce serait pas, C'est même bien. ce serait pas Vous en voyez une aujourd'hui qui pourrait l'être personnellement dans le paysage politique? Oui, il y en a plein. Il y en a quand même qui sont très efficaces politiquement. Assez présente médiatiquement aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en vois pas, enfin, à part celle qui pouvait avoir une stature présidentielle, c'était Marine Le Pen, avant qu'elle aille au débat du deuxième tour de la présidentielle. Oui. Mais voilà, c'est tout. Après, s'il faut faire des hypothèses, quoi que ce soit, je pense que c'est plus à se tourner vers la droite que vers la gauche de ce côté. Justement, en parlant de Marine Le Pen, on va parler de l'opposition, donc le deuxième débat. Donc aujourd'hui, on a envie de dire où est l'opposition. Donc on a le Parti Socialiste, l'encéphalogramme est totalement plat. Les Républicains, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, mais bon, il y a beaucoup quand même de constructifs. Le Front National en pleine crise. On ressort vraiment la France insoumise, mais est-ce que c'est une vraie opposition? Est-ce que c'est une opposition qui peut gouverner? Pour moi, c'est plus une opposition de style qu'une opposition. Il y a de l'opposition de fond, bien sûr, c'est évident, mais c'est aussi et avant tout une opposition de style entre les déclarations un peu plus, je dirais pas commerciales parce que c'est pas le cas non plus, mais qui sont plus partisanes, on va dire, et une volonté d'avoir un président en hauteur et d'avoir un président qui se dit peut-être plus proche des élites. Après, du côté de la droite, il ne faut pas non plus le négliger. Aujourd'hui, je pense que la droite a quand même prouvé, historiquement parlant, qu'elle était capable de se restructurer et de se retrouver un noyau dur assez facilement malgré tout. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y ait une personne qui ressort à droite. À part Laurent Wauquiez et peut-être Thierry Solaire. Mais attends, il va y avoir il y a les primaires, l'élection du nouveau président. Il faut que ça se fasse. Tout le monde ressort de ce combat là, de la présidentielle avec une gueule de bois. Pour toi, c'est un danger qu'il n'y ait pas une opposition? Il faut qu'il y ait de l'opposition et la France insoumise, à partir du moment où elle pose une opposition constructive et que c'est pour faire avancer le pays, il n'y a pas de problème. Enfin, le problème de la France insoumise, en tout cas, même si moi personnellement les idées peuvent me convenir parfois, entre la France insoumise et Emmanuel Macron, il n'y a rien. Aujourd'hui, c'est le vide. Après, il y a aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle la Nouvelle Gauche, présentée par Thierry Fabre, je crois que c'est. Il y a Benoît Hamon qui a lancé son mouvement. Il y a Benoît Hamon qui a lancé son mouvement, mais ça devrait. Il y a pas. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui le PS, c'est même pas en reconstruction, quoi. C'est ça qui est vraiment inquiétant. Oui, mais du côté des électeurs, il n'y a rien non plus. Il y a 6% du PS, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, ils ont besoin du coup d'aller vers Jean-Luc Mélenchon, même s'il y a des idées qui ne sont pas... il ne faut pas aller par opportunisme chez Jean-Luc Mélenchon. Tu penses qu'il peut regrouper 20 millions de voix pour être président?
Tu penses qu'il est trop sinon il l'aurait sectaire? Il est pas, oui, il représente pas suffisamment de Français aujourd'hui, mais il est pas passé loin, faut le reconnaître. Après, il y avait deux alternatives. On avait l'alternative Emmanuel Macron, qui était un petit peu plus vers le centre, même s'il n'y avait pas de parti politique, c'est plus un mouvement. Et puis l'alternative Jean-Luc Mélenchon, mais dans les deux cas, c'était on fait péter le système, quoi. Pas de la même manière, mais on le faisait. On va élargir à l'opposition. Même les assemblées, on a l'impression que l'Assemblée nationale, le Sénat aujourd'hui, pour l'instant, n'ont pas forcément, pas encore leur utilité. Il n'y a pas de réel contre-pouvoir. Les médias également. Aujourd'hui, même si je ne suis pas de la théorie du complot, on ne compte plus les unes dithyrambiques envers Emmanuel Macron. Il n'y a pas de contre-pouvoir aujourd'hui au niveau des médias. Alors après, le problème, c'est que le contre-pouvoir médiatique, en tout cas, aujourd'hui se met en avant par aussi de l'extrémisation des idées, quoi. On va avoir des médias qui vont être vraiment, qui étaient aujourd'hui plus vers de la gauche, qui vont se tendre vers Jean-Luc Mélenchon et peut-être avoir des idées un peu plus d'extrême gauche. Et à droite c'est à peu près pareil. Enfin, à droite, j'ai jamais vu beaucoup de médias non plus, mais il y en a toujours un peu qui survivent. Et c'est vrai que cette opposition-là, là aujourd'hui, je pense que c'est ce que tu disais, la présidentielle, ça a fait du mal à beaucoup de monde, et qu'à mon avis, c'est juste une question de reconstruction, et qu'à mon avis, ça mettra peut-être plus de temps que les années précédentes. Est-ce que c'est bon pour Macron qu'il n'y ait pas d'opposition? Mais il y a une opposition. Enfin, moi, là, je suis en train de penser à ça. Non, mais il y a une opposition, on va dire, dans le style, mais aussi dans le fond, avec Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce qu'elle n'est pas trop marquée, cette opposition? Mais non, mais il est hyper attaqué. Aujourd'hui, il est tout seul, Jean-Luc Mélenchon. C'est le seul opposant. Ouais, mais est-ce que ça arrange pas quelque part Emmanuel Macron que son seul opposant soit Jean-Luc Mélenchon? Il est hyper attaqué. Très sincèrement, tu vas sur Twitter par exemple, il en prend plein la tête. Et moi, j'ai pas cette impression-là. Je trouve que les médias sont pas juste avec lui, parce que dès qu'il essaie de faire quelque chose, alors là, c'était le président des riches, tout est ressorti de son contexte. Une mesure. Je pense qu'on ne doit pas lire la même presse. Mais... Après, un des gros problèmes des médias, à mon sens, aujourd'hui, c'est plus de vouloir faire du show avec ce qu'ils doivent en faire. Phrase, un exemple tout bête, il y a eu l'interview d'Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, il y avait le duel face à Jean-Luc Mélenchon. Pour avoir regardé l'émission, il était très bon d'ailleurs ce débat, c'était très calme, hyper intéressant, et il y avait des idées parce qu'il y avait loin d'agressivité, déjà loin du Jean-Luc Mélenchon, loin du assez, comment on va dire, mais oui, mais il joue un rôle aussi, c'est ça le truc. Et c'est là où c'est assez marrant, c'est de se dire le lendemain d'écouter les médias autour discuter de ce qui s'est passé, de l'émission politique, et de se dire on s'est ennuyé. On a l'impression qu'on n'a pas vu la même émission. Parfois il ressortait des petites phrases, on a l'impression qu'on n'a pas vu la même émission. Et puis bon, quand même, dans tout ça, le problème c'est que le FN aujourd'hui il est complètement moribond. Et c'est eux qui devraient jouer leur rôle d'opposition, ils le jouent pas. Parce que c'est pas une bonne chose. Je sais pas, ils représentent 20 millions de personnes, ou 15. Moi, chaque Français a le droit d'avoir sa pensée. Et puis aujourd'hui, les électeurs du FN ont déserté leur rang quand même. On a l'impression que c'était fort. C'était plus pour des questions, on va dire, idéologiques. C'était de la colère. C'était pas du fond, quoi. Si ça avait été vraiment du fond, on le retrouverait, et c'est ce qu'on retrouve aussi chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a plus de fond, plus de conviction dans ce qui est présenté et dans ce qui est voulu. C'est pour ça que d'ailleurs le mouvement continue de vivre, et la France Insoumise continue de vivre aujourd'hui. C'est pour ça que le Front National aujourd'hui ne continue pas je dirais pas qu'il vit plus, mais qu'il vivote, quoi. Et c'est ce qui se ressent à mon avis aujourd'hui. Après, moi je pense qu'il faut quand même se dire qu'au niveau de la droite, quand ils auront défini leur nouveau chef, ça va repartir. Il devrait y avoir à mon avis un peu plus de mouvement. Messieurs, on va finir par un petit quiz. Quelques questions. Donc, selon vous, de combien sera le manque à gagner pour les collectivités territoriales avec la suppression de la taxe d'habitation? De 0. De mémoire, c'était autour de 300, d'ailleurs, un truc comme 320 millions. 10 milliards. 10 milliards en moins. On dit qu'il y aura compensation financière à l'euro près. Est-ce que vous pensez possible? Pourquoi pas? Oui. Où va trouver l'État, où va trouver cet argent? C'est un jeu de vase communicant, tout simplement. On a l'impression que c'est une stratégie politique. Il donne beaucoup d'argent, il donne beaucoup de compétences aux collectivités territoriales, mais il contrôle les financements.
On a l'impression qu'il veut faire un peu comme ce qui se passe avec l'État, c'est-à-dire avoir une ingénierie et du coup vraiment réduire le nombre de fonctionnaires, qu'on ait beaucoup moins de collectivité, beaucoup plus de résultats. Est-ce que c'est une bonne chose? On a l'impression qu'il veut détruire la spécificité française? Alors après, est-ce que d'avoir 36 000 maires, c'est une bonne chose? On peut se poser aussi la question. Il y a une notion de proximité Il aussi. y a une notion de proximité sans être péjoratif. D'avoir 4 villages de 200 habitants avec un maire, ça ne me surprendrait pas d'avoir un maire pour 800 habitants. Je trouve pas ça non plus hyper éloigné comme sens. Enfin, il y a ces questions-là à se poser quand même. Deuxième petite question. Donc il y a la loi sur la sécurité en ce moment qui est débattue. Pour vous, quand a été décrété l'état d'urgence? C'était en 2015 après l'attentat du Bataclan. Le 14 novembre, donc après l'attentat du 13 novembre. Donc là, on est en train de voir pour une nouvelle loi, restriction de liberté. Est-ce que pour vous, c'est bon ça? C'est que pour ça protéger dure. les Est-ce que citoyens. ça dure? Ouais. Et si c'est pour nous protéger du terrorisme. Je pense que c'est bien de sortir de l'état d'urgence. Il y a certaines mesures qui vont restreindre des libertés, c'est une certitude. Après, faut pas oublier que ta liberté commence là où s'arrête là où commence celle des autres. Ouais, enfin la liberté Donc, de vivre quand même, elle prévaut surtout. Ouais, c'est sûr. J'étais à Marseille hier, je suis passé devant la Tu gare. t'es senti en sécurité quand tu étais à Marseille? Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de policiers justement, mais il y avait surtout beaucoup de fleurs, et puis c'était pesant. Ouais. Troisième question, quel ministre a inauguré le French Fab, ce label, en grande pompe il y a quelques jours? C'est pas Emmanuel Macron? Non, C'est pas Mounir Majoubi? c'est Bruno Le Maire. Je pense. Est-ce que vous, comme c'était un peu comme Fleur Perrin l'avait fait avec la French Tech, est-ce que vous pensez que les labels c'est quelque chose qui fonctionne? Ça fédère. Ça peut. Alors, faut faire attention parce qu'il Il y a un plan d'investissement derrière, hein. Ouais, C'est comme- pas seulement un label. Il commence à en avoir beaucoup d'ailleurs. des labels. Et c'est là où c'est comme les appellations au final. On n'est pas vraiment sur le même thème, mais ça peut s'en rapprocher. Il faut faire attention à pas non plus trop les multiplier, quoi. Quatrième question, combien s'endette la France chaque seconde en plus? C'est piège. Ça doit jouer en millions d'euros, je pense. Mais c'est Chaque surtout- seconde, hein. Chaque seconde. Ah oui. C'est pas 16 000 euros? 2600 euros. Ah, Aujourd'hui, on est quand même à 2240 milliards de dettes. Oui, mais C'est un combien problème sont- cette dette. 100%. Bah oui, c'est un problème, d'autant qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont plus que faibles. Le jour où les taux d'intérêt vont remonter, s'ils remontent, ce sera catastrophique. Il en parlait d'ailleurs Édouard Philippe. C'est une jeudi réalité, dernier. c'est une réalité et je pense que c'est un problème qui n'a pas été pris, qui n'a pas du tout été traité, quoi. Depuis 10-15 ans, c'est quelque chose qu'on met sous le tapis. Et il avait bien fait de parler de la cagnotte qui avait été donnée par Jospin en 2000, c'était en 2002 je crois si je dis pas de bêtises, ou c'était juste avant 2001 peut-être, où pour une fois, une année, on n'avait pas usé le déficit qu'on devait user, on s'est permis de se mettre en place une cagnotte, quoi. Il y a un Mais moment quand où- même, c'est à relativiser parce que là, on parle du passif, mais il y a de l'actif aussi. La France a des actifs et elle n'a pas que du passif. Hein. On va finir avec une note positive. Donc selon vous, combien d'entreprises françaises ont été créées en 2016? Plus que d'entreprises qui se sont fermées. Ça, c'est une certitude. Ouais. Après, te donner le nombre exact, je pourrais Il y a eu pas. 554 000 entreprises créées, 6% de plus qu'en 2015. Est-ce que ça veut dire que la France commence à repartir? Bah oui, Ça veut dire que les entrepreneurs ont confiance? Bah oui, c'est clair. Toi, tu le sens cette confiance en temps? Là, je parle. Le soufflet est un petit peu retombé, mais dans mon entreprise, ouais, on a eu un afflux de commandes cet été. Puis là, ça affaiblit, mais ça va reprendre. On sent quand on discute avec les chefs de petites entreprises, moi je te parle pas des grosses entreprises, mais les gens comme moi, qui ont des entreprises entre 1 et 15 personnes, ils sentent que ça redémarre, qu'il y a une envie en tout cas. Et là, on peut même pas se dire que c'est du fait du président, puisque c'était sur l'année 2016. Et donc, du coup, ça peut que. Enfin, pour vouloir soutenir l'entrepreneuriat, ça peut être que du bénéfice et de se dire que c'est déjà le cas, alors que c'était François Hollande qui n'avait pas une politique hyper volontariste pour l'entrepreneuriat. Je veux dire que ça part plutôt bien. Messieurs, merci d'avoir participé à l'émission. Bien voilà, vous pourrez visionner cette émission sur YouTube et aussi sur notre page Facebook La Tribune, Actualité et émissions politiques. À la prochaine!